Soutien à l'effort de guerre, les élèves du lycée technique national général El Hadj Sangoulé Lamizana répondent à l'appel du président de la transition. Ils ont mobilisé plus de 500 000 francs CFA qu'ils ont remis au capitaine Ibrahim Traoré. Vous entendrez leur motivation dès l'entame de ce 20h. Opération d'arrachage des bornes, les résidents sommés de déguerpir ont obtenu gain de cause. Face à la presse, ils expriment leur soulagement. Vous verrez dans ce 20h. En sport, on parlera de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. À match retour, les étalons seront face aux éperviers du Togo demain mardi au stade Kébé de Lomé. En conférence d'avant-match, le sélectionneur Hubert Velud affiche son objectif principal, la qualification pour la CAN ivoirienne. Bonsoir et bienvenue dans ce premier 20h de la semaine. Nous ouvrons cette édition avec cet acte patriotique des élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana. Mus par un esprit patriotique, ces élèves ont mobilisé la somme de 574 100 francs CFA en soutien à l'effort de guerre. Ils sont allés remettre cette contribution au chef de l'État ce 27 mars. Mamidriana Kamabou pour plus de détails. Les élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana répondent ainsi à l'appel à la contribution volontaire lancé par le président de la transition dans la dynamique de soutenir l'effort de guerre. Ils ont pu mobiliser 574 100 francs CFA en soutien à l'effort de guerre. Ce qui nous a motivés, nous élèves du lycée technique national général El Hadj Aboubakar Sangoulé Lamizana, à faire cette contribution pour la lutte contre l'insécurité, c'est que nous aussi, on s'est sentis patriotes et on se dit qu'en tant que Burkinabé, la lutte, c'est la lutte de tout le monde. Donc c'est vrai que nous sommes des élèves, mais d'un côté, nous pouvons participer d'une autre manière. C'est pour cela que nous nous sommes privés de notre pain quotidien à participer à cette guerre. Selon le porte-parole de la délégation, Abdoul Hamidou Nikiema, ces élèves ont saisi cette occasion pour appeler leurs camarades élèves du Burkina Faso à répondre à l'appel à contribution. J'ai saisi de l'occasion pour passer une information et appeler tous mes camarades élèves du Burkina à participer à cette contribution, car cette guerre est la nôtre. Abdoul Hamidou Nikiema a souligné qu'en retour, le président de la transition dit compter sur eux, la jeunesse burkinabé, dans la lutte engagée contre l'insécurité. 4 mois après la suspension de Radio France Internationale, le gouvernement burkinabé a ordonné ce lundi 27 mars la suspension de la diffusion des programmes de la télévision française France 24 au Burkina. Une décision qui, selon le communiqué du gouvernement, fait suite à une interview accordée au chef terroriste d'Al-Qaïda le 6 mars dernier. Le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, que nous avons rencontré ce matin, affirme que le gouvernement entend assumer pleinement cette décision de suspension. Michael Tougri. Mise en demeure le 1er mars dernier par le Conseil supérieur de la communication pour atteinte à la loi, à l'éthique et la déontologie, la chaîne de télévision française France 24 sera finalement suspendue. Dans un communiqué en date du 27 mars, le gouvernement burkinabé a décidé de la suspension de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Cette suspension fait suite à une interview du chef d'Al-Qaïda sur les antennes de France 24. Pour le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à travers cette interview, la chaîne de télévision française participe ainsi à la légitimation du message terroriste. Ce sont ces mêmes groupes qui tuent, qui pillent, qui violent, qui humilient nos communautés, et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de haine, à ce discours de division. Le groupe France Média Monde reste sur cette trajectoire, ce qui nous amène à être suspicieux quant à la logique qui gouverne le traitement de l'information dans ces médias.
nous sommes fondés à penser qu'il y a sinon une connivence, du moins une volonté aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison, d'accréditer en tout cas une cause aujourd'hui qui nous vaut tellement de souffrances dans nos pays. Selon le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, le gouvernement burkinabé assume pleinement cette décision de suspendre la chaîne française France 24. Depuis la diffusion de l'interview, le dossier est suivi par le Conseil supérieur de la communication, mais malheureusement, selon le porte-parole du gouvernement, aucune convention ne lie la chaîne France 24 au CSC. C'est pourquoi, selon Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette décision de suspendre les programmes de la chaîne France 24 est prise par le ministère en charge de la communication. Il n'y a aucune convention qui lie France 24 de façon formelle au Conseil supérieur de la communication, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cahier de charge formel qu'on puisse donc opposer à ce média. Et nous ne transigerons pas sur cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre sans merci qui est engagée pour la reconquête de nos territoires, pour la restauration de la dignité de notre pays, pour que nos citoyens et nos concitoyens retrouvent leur village, retrouvent bien sûr leur localité, d'où elles ont été chassées, d'où elles ont été massacrées. Et donc dans ce combat-là, je pense que nous n'allons pas trembler un seul moment chaque fois qu'il faudra prendre une décision qui va dans le sens de la restauration de notre territoire. Il faut noter que la suspension de France 24 au Burkina Faso intervient après celle de Radio France Internationale RFI le 3 décembre 2022. Toutes les deux chaînes d'information appartiennent au groupe France Média Monde. Il faut noter aussi que suite à cette annonce de suspension, dans un communiqué, la chaîne de télévision France 24 déplore cette décision du gouvernement burkinabé associant la chaîne à une agence de communication pour les terroristes. La chaîne française rappelle par conséquent son attachement à la liberté d'informer comme au travail professionnel de ses journalistes. Avec les gestionnaires de ressources humaines du ministère de la Santé. Depuis ce matin, ils sont en concertation afin de promouvoir les bonnes pratiques pour une gestion saine des ressources humaines du dit ministère. Cette première session du cadre de concertation des acteurs de la gestion des ressources humaines du ministère de la Santé va permettre de passer en revue les difficultés rencontrées dans la gestion des ressources humaines. Les travaux vont durer 5 jours. Un deuxième reportage de Mamidriana Kamabou. Le système de santé dans son volet ressources humaines rencontre un certain nombre de difficultés. Il s'agit entre autres de l'incident financier des agents nouvellement reclassés, le fonctionnement de la garde effective, les rétablissements de salaire et la prise des actes de carrière dans des délais acceptables. Toutes ces questions seront passées en revue au cours de ce cadre de concertation des acteurs de la gestion des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le régime salarial est différé et donc avec ces agents qui ne remplissent pas d'abord les conditions pour entrer dans la réforme, il y a eu quand même un certain nombre de difficultés en ce qui concerne cette question de garde. Donc nous allons en discuter. Nous allons aussi discuter de la question des rétablissements de salaire, parce que depuis le 1er avril 2022, les rétablissements de salaire ne se font plus à la direction de la solde du ministère de l'économie et des finances, mais par les différentes directions des ressources humaines. Donc les pièces qui doivent constituer, que les acteurs doivent fournir pour permettre ce rétablissement n'ont pas toujours été comprises par l'ensemble des acteurs dans le système. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean-Claude Cargogo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce cadre, a laissé entendre que cette gestion constitue un axe du plan de développement sanitaire 2021-2030. Ces spécialistes de ces questions vont discuter de tous les problèmes qui assaillent les agents de santé en matière de ressources humaines pour que ces agents de santé qui font tout pour assurer la continuité des services essentiels de santé et de nutrition sur l'étendue du territoire, y compris dans les zones à défi sécuritaire, puissent le faire sans trop de problèmes.
5 jours durant, ces acteurs vont travailler à harmoniser les interventions en matière de gestion des ressources. Et au sortir des échanges, des instructions seront données à l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre du schéma de traitement de reclassement. Chacun, en fonction de sa responsabilité, devait assurer en tout cas la prise des actes et poser les diligences qu'il faut pour que le schéma de traitement qui a été défini puisse être mis en œuvre, en tout cas à partir de ce mois d'avril. Mis en place en 2021, ce cadre de concertation a pour mission la promotion de bonnes pratiques pour une gestion saine des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On s'intéresse à présent à la mise en œuvre de l'article 59 de la Constitution burkinabé. Le président de la transition obtient le feu vert du Conseil constitutionnel, cela à travers une déclaration faisant office de réponse à sa lettre demandant l'avis du Conseil constitutionnel sur la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. Cette lettre, qui s'est retrouvée sur la place publique, a fait l'objet de débats au journal du dimanche soir. Retour sur la forme et le fond de l'article 59 et les implications de sa mise en œuvre avec Geoffroy Vaha et ses invités dans ce thème. Le 9 décembre 2022, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, saisissait le Conseil constitutionnel du Burkina Faso à travers une lettre. L'objectif était d'avoir l'avis du président de l'institution sur la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. En sa séance du jeudi 15 décembre 2022, le Conseil constitutionnel, à son tour, émet un avis favorable pour la prise de ce décret. Selon l'administrateur civil Kayaba Aristide Béré, dans l'article 59 de la Constitution, il est question de l'avis du président du Conseil constitutionnel. Tel que vu, c'est comme un avis normal qui s'exerce dans le cadre de l'article 157, alors que la demande du chef de l'État ne s'inscrit pas dans ce cadre, mais s'inscrit plutôt dans le cadre de l'article 59 de la Constitution, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs de crise du chef de l'État. Alors, du point de vue formel, on peut dire que la réponse n'a pas été très bien articulée par le Conseil constitutionnel parce que l'avis devrait fonctionner entre le chef de l'État, et ça, il a parfaitement exercé son rôle, et le président du Conseil constitutionnel qui devrait répondre solo entre lui et le chef de l'État. Dans ce même article 59, il est dit que le président du Faso doit consulter également le président de l'Assemblée nationale et informe la nation par un message. Et tout cela après délibération en Conseil des ministres. Si toutes ces conditions sont réunies et que tous les acteurs concernés émettent un avis favorable, le président en exercice a tout à fait le droit de prendre le décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Aristide Béré. Il est fondé à prendre toutes mesures nécessitant le rétablissement de l'ordre, y compris les restrictions des libertés publiques, les différentes perquisitions. Il y a une large gamme de compétences qui est reconnue au chef de l'État dans l'exercice de ces pouvoirs-là. Donc, on ne peut pas, ne soyez pas surpris que certaines mesures qui relèveraient normalement d'autres acteurs, d'autres institutions, puissent d'ailleurs maintenant être prises par le chef de l'État sur le fondement de l'article 59. Même si le président a le droit de mettre en application l'article 59 de la Constitution, le docteur Émile Paré du MPP et l'ancien député à l'ALT, docteur Aruna Louré, doutent de sa nécessité dans ce contexte actuel du pays. Il pense également que les citoyens ont aussi le droit d'apprécier l'opportunité de cette décision. Moi j'ai dit l'opportunité de l'article 59. Il n'y a aucune opportunité. Les institutions marchent. Il y a eu coup d'État, ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel, il y a eu la charte de la transition, on a mis les organes en place, l'Assemblée législative de transition marche, le Conseil constitutionnel marche, le gouvernement marche, il y a crise institutionnelle où ce sont des notes qui sont précises, c'est un décret, c'est un communiqué, mais ce n'est pas de l'arbitraire, parce que ce qui est dangereux dans ce que nous voyons, parce que si on nous fait comprendre que tout va bien, tout marche, on a du matériel, qu'on gagne du terrain, et qu'on veut appliquer aujourd'hui l'article 59, pour moi ça apparaît à la protection plutôt du régime que vraiment pour lutter contre le terrorisme. Le sociopolitologue Dr Olo Pépin-Ian pense plutôt qu'il faut que le gouvernement communique afin d'éclairer la lanterne des citoyens. Fondamentalement, je ne vois pas
en quoi donc ça constitue une évolution de la situation ou un changement de la situation. Maintenant, certainement que les autorités ont peut-être des actions à mener ou du moins prévoir donc des opérations d'une certaine envergure qui nécessitent ici que cet article soit mis en application afin de donner les pleins pouvoirs, en tout cas à l'autorité militaire, pour donc mener donc des actions opérationnelles d'envergure en vue de sécuriser le pays. Lorsque le chef de l'État prendra la parole par le message à la nation pour dire « moi j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 59 », il expliquera en ce moment le contour des mesures qu'il souhaite prendre. Bien sûr, tenant compte de ces pouvoirs de crise, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des pouvoirs illimités, infinis de droit commun. Non, il y a des garde-fous. Même s'il y a des garde-fous, le docteur Louré et le docteur Paré sont inquiets quant aux mesures que pourrait prendre le président Ibrahim Traoré en tenant compte de l'article 59. Quand il me dit qu'il peut prendre le pouvoir des parlementaires et légiférer, mon ami, mais est-ce qu'il y a un problème? Toute mesure. Donc il peut venir perquisitionner Émile Paré dans sa maison. Oui. Ça veut dire qu'il peut faire ça. Un test réglementaire. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut suspendre et dissoudre les partis politiques. Oui. Donc l'appel à l'article 59 dans ces conditions-là. Si nous sommes là, ce qui est important, c'est la lutte contre le terrorisme et la sécurité. Si on dévie de cela et on veut prendre des mesures de portée politique, je vous dis qu'on risque d'avoir des difficultés. Quand vous dites vous appliquez le dernier niveau qui semble être un État quasiment en déliquescence pour sauver la patrie, quelles seront les implications économiques? Quelles seront les implications en termes de relationnel avec l'étranger? Est-ce que nos entrepreneurs doivent s'inquiéter parce qu'avec l'article 59, le chef d'État peut décider de saisir une entreprise pour un besoin immédiat? Oui. Ça fait partie de ses prérogatives. Oui. Est-ce que le citoyen étranger, ou bien est-ce que nos exploitants miniers doivent s'inquiéter que le chef d'État peut décider de réquisitionner telle tonne d'or? Notons que le président du Faso peut faire appel à l'article 59 que lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate. Il est aussi possible de faire appel à cet article quand le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. La population résidente de Garguin dans la commune de Komsilga semble avoir obtenu gain de cause dans leur démarche avec le gouvernement. Ces résidents qui avaient été sommés par la Sonatur de déguerpir vont désormais rester. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée ce dimanche 27 mars. En attendant un procès verbal du gouvernement pour entériner cette décision, les résidents se réjouissent de la nouvelle. Alexis Winkouni Belemnaba. Plus de déguerpissement à Garguin dans la commune de Komsilga. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse initiée par les résidents de cette localité, sommés par la Sonatur de démolir leurs habitations. Les résidents s'en remettent au ministre en charge de l'urbanisme pour rester sur leur site. C'est après la rencontre vendredi dernier avec le chef du département en charge de l'urbanisme. Quelle que soit la situation, c'est le dialogue qui prime. Raison pour laquelle je suis venu porter le message que nous avons eu à rencontrer le ministère du tutelle pour le déguerpissement de ce lieu-là. Alors on a expliqué, on s'est compris et je crois que le ministère a beaucoup bien compris en faisant une commission qui va s'assurer pour pouvoir en tout cas sortir un texte pour dire à partir de maintenant il n'y a pas de déguerpissement à ce lieu, les trucs de terrain qui sont ici. Donc, raison pour laquelle on l'a rencontré vendredi avec quelques camarades. Et j'ai dit, je vais venir vous apporter de vive voix ce que les autorités ont fait, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont fait pour nous. En entendant un procès verbal qui leur sera adressé par le gouvernement pour entériner cette décision, disent-ils, les résidents se réjouissent de la nouvelle. Je pense que la leçon tirée, tout d'abord, c'est d'apprécier les autorités, vraiment apprécier, puisque la dernière fois, nous avons lancé un appel jusqu'au président. Je pense qu'il a entendu l'appel. Cette question a passé au Conseil des ministres et le résultat est sorti de là. Personnellement, la question à comprendre, c'est de
d'éviter peut-être désormais s'il y a des choses à faire et être sûr que nous sommes dans le bon plan et que les promoteurs immobiliers répondent clairement à la question. Je pense qu'il y a de quoi apprendre. Un rappel, les résidents avaient fait une série de manifestations pour protester contre cette décision de démolition de différentes habitations. Ils espèrent donc obtenir gain de cause de leur demande dans la démarche de dialogue avec le gouvernement. À Kombisiri, dans le Bazega, population et propriétaires terriens étaient face à la presse ce samedi 25 mars. Objectif, montrer leur mécontentement vis-à-vis des autorités du Burkina sur l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière. Ils souhaitent la suppression de cet avant-projet de loi qui, selon eux, peut créer des remous sociaux, fragilisant ainsi la cohésion sociale. Les précisions de Yacine Sawadgo. Nous ne pouvons cautionner un tel non-sens. L'avant-projet de loi sur la promotion immobilière continue de faire des gorges chaudes. Ici à Kombisiri, dans le Bazega, les chefs coutumiers et populations ont montré leur désarroi vis-à-vis des autorités de la transition sur cet avant-projet de loi dans une conférence de presse. Pour eux, la vraie question du moment est celle de l'union des filles et fils dans la lutte contre le terrorisme. Par la présente déclaration, nous manifestons notre réserve systématique tant sur le moment du projet de loi en cours, car la priorité nationale est bien l'union des filles et fils du Faso. Contre les forces obscurantisme que sur son contenu même dont beaucoup de dispositions sont à revoir. Nous interpellons solennellement nos députés de l'ALT et l'ensemble du gouvernement sur les conséquences en mesure d'un passage à force de ce projet de loi sans une concertation suffisante et un règlement diligent de nombreux dossiers pendant au ministère de tutelle. Ce que nous voulons, c'est de tout faire pour en finir avec le terrorisme. Après maintenant, on pourra parler de ça. Ils n'ont qu'à s'asseoir à cet avant-projet de loi. Leur souhait est que le ministre de l'Urbanisme s'assoie à cet avant-projet de loi qui, pour eux, peut créer des remous sociaux fragilisants ainsi que la cohésion sociale. Nous demandons au chef de l'État de s'occuper du problème que nous connaissons tous. C'est la principale préoccupation du moment. Et qu'ils pensent également à ceux qui ont investi leur argent dans les lotissements. Qu'ils se disent que si aujourd'hui ils ont le pouvoir, demain ce pouvoir, ils peuvent le perdre. Nous invitons l'actuel ministère de l'Urbanisme à éviter de distraire le gouvernement, à éviter de créer encore des remous sociaux fragilisants, d'étendre le climat hostile avec les promoteurs immobiliers et la chaîne des acteurs du secteur en facilitant le traitement rapide de leurs dossiers longtemps recalés dans son département par ses prédécesseurs. Les propriétaires terriens du Bazega comptent sur le bon sens des autorités de la transition pour la suppression pure et simple de cet avant-projet de loi. Si rien n'est fait, ils comptent passer à une étape supérieure pour avoir gain de cause. Le système d'inspection du travail a permis de contrôler 1853 établissements, toucher plus de 37 600 travailleurs et constater plus de 100 000 infractions. C'est ce qui ressort du rapport général annuel 2021 sur les activités des services d'inspection du travail. Quelles sont les infractions et les conflits les plus fréquents dans les entreprises burkinabées et quel rôle joue le système d'inspection du travail pour résoudre ces conflits? Eh bien, nous nous sommes intéressés à la question et voici des éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Fatima Tanikema. Présents dans les 13 régions du Burkina Faso, les services d'inspection du travail ont entre autres missions le contrôle des entreprises, l'enregistrement des déclarations d'accidents de travail et de maladies professionnelles et le règlement des conflits de travail. Dans l'accomplissement de ces missions de contrôle courant l'année 2021, ces services ont dénombré plusieurs types d'infractions dont les principales sont l'absence de carte de travail et de visite médicale dans les entreprises.
Selon l'inspecteur du travail Pio Daouda Ouattara, ces missions de contrôle ont révélé que plusieurs entreprises burkinabées ne respectent pas ces obligations. Et à côté de ça, il y a l'absence de délivrance de bulletins de salaire. Délivrer un bulletin de salaire pour un travail à la fin du mois, c'est une obligation qui pèse sur l'employeur. Mais on se rend compte lors des contrôles que certaines entreprises, beaucoup d'entreprises ne délivrent pas. Et quand c'est comme ça, maintenant, on peut aller à des sanctions. Et ensuite, il y a la question de la sécurité sociale. Soit c'est la déclaration à la CNSS qui n'a pas été effectuée. Il faut rappeler que lorsqu'on on embauche un travailleur, on a 8 jours pour le déclarer à la CNSS. Donc l'infraction peut porter sur l'absence de déclaration ou encore même l'absence même du paiement des cotisations sociales. La personne peut être déclarée, mais l'entreprise ne paye pas les cotisations. Au-delà de la mission de contrôle, il incombe au système de l'inspection du travail de régler les conflits de travail. À la date du 31 décembre 2021, ce sont plus de 5000 conflits de travail qui ont été traités par les services d'inspection du travail. Il ressort du rapport que nous avons pu au moins résoudre totalement 2825 conflits. 2825 conflits ont été traités totalement au niveau de l'inspection. Cela veut dire que le problème n'est plus allé au tribunal encore, ça a été géré clairement à l'inspection du travail. Par contre, il y a des dossiers qui ont été gérés partiellement parce que les parties ne sont pas obligées de s'entendre sur tous les aspects. Dès lors qu'il y a des aspects qui ne font pas l'objet d'entente devant l'inspecteur du travail, cette partie fait l'objet d'un PV de non-conciliation qui est envoyé au niveau du tribunal. C'est ça qui permet de saisir même le tribunal du travail. Et c'est au tribunal du travail de trancher. L'inspecteur du travail, lui, n'est pas habilité à trancher. Son rôle, c'est de tenter une conciliation entre les deux parties en conflit. Et dans la majorité des cas, ces conflits opposent des employés à leur employeur. Et à Daouda Ouattara de préciser que les usagers viennent aussi souvent pour bénéficier de conseils quand ils font face à une situation ou pour dénoncer des situations dans des entreprises. Dans ce cas de figure-là, l'inspection est tenue de garder pour confidentiel en fait l'identité de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les plaintes et ils voient comment traiter ces plaintes-là. C'est des dénonciations par rapport à des situations qui se passent au sein des entreprises. Voilà. Et à côté de ces usagers encore, il y a ceux-mêmes qui viennent pour qu'on règle en fait un problème qui existe entre eux et puis leur employeur. C'est-à-dire les conflits de travail. Notons que le nombre de conflits individuels a connu une hausse de 22,16% comparativement au chiffre de l'année 2020 qui était de 4178 conflits. Et ce n'est pas fortuite. Cette augmentation reflète au-delà des autres difficultés les conséquences des crises sécuritaires et économiques que traverse le pays. Il y a des entreprises qui n'arrivent plus encore à fonctionner comme avant. Forcément, il va s'en suivre en fait des licenciements ou bien des fermetures même d'établissements. Et donc ces cas ne font que renflouer en fait le nombre de plaignants au niveau des inspections du travail. Et encore, cette situation d'insécurité aussi fait que les services d'inspection du travail n'arrivent plus à couvrir en fait les ressorts territoriaux comme ils le faisaient de par le passé. Parce que quand on parle d'une direction régionale, d'une inspection du travail, il y a plusieurs provinces. Quand je prends la région, quand vous prenez les nombres de contrôles au niveau du rapport, vous allez voir que la région du centre-nord est carrément la dernière des régions en termes de contrôle. Difficulté de se déplacer dans les zones à fort défi sécuritaire, mais aussi manque de moyens roulants conséquents pour les inspecteurs du travail. Selon Pio Daouda Ouattara, il faut également plus de moyens pour que les services d'inspection du travail se rapprochent davantage des populations, car un seul service par région devient de plus en plus insuffisant. Du sport pour terminer, les étalons entament la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec le match retour face aux éperviers du Togo demain 28 mars. La compétition se tiendra au stade Kéyé de Lomé. À 24 heures de la rencontre, le sélectionneur Hubert Velu est optimiste. Il annonce également des remaniements. Le point de cette rencontre résumé pour vous par Yon William Sonda. Les étalons de nouveau à l'épreuve des éperviers du Togo dans la course à la qualification pour la CAN 2023. Victorieux du match à les disputer à Marrakech au Maroc, les étalons entament la phase retour non sans admettre les difficultés rencontrées vendredi dernier lors de la manche aller. Lucide, le capitaine Bertrand Traoré reconnaît le match moyen disputé par le groupe. Je pense que c'était un match assez difficile. On est tous conscients qu'on n'a pas forcément démontrer notre meilleur football, mais voilà, c'était un match tactiquement assez difficile face à un coach qui connaît très bien l'équipe, pratiquement tous les joueurs.
Mais après, on sait tous qu'on n'a pas fait une bonne entame de match. Mais le plus important a été fait, c'était les 3 points. Ainsi, pour Bertrand Traoré, mieux vous gagner en jouant mal que de perdre en jouant bien. Il y a des matchs, tu fais une belle prestation et à la fin, tu n'as pas les 3 points. Je pense que je préfère mal jouer avoir les 3 points que de bien jouer et ne pas avoir les 3 points à la fin. Obligé de se passer d'Issoufou Dayo, suspendu, et d'Abdoul Guibré blessé, Hubert Velud, le sélectionneur national, promet des changements dans le 11 de départ. Il y aura sans doute des réaménagements à vérifier ce soir. À l'heure où je parle, je n'ai pas tous les éléments en main. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi les fatigues des uns et des autres à gérer. Hein. C'est 2 matchs qui sont en 3 jours, donc il y a tout un contexte global à prendre en compte. Donc je dois vérifier certaines choses aussi ce soir, et bien sûr qu'il y aura probablement des réaménagements à faire, sans doute. Face au Togo, au stade de Kégué de Lomé, les Étalons joueront dans un stade à Gani, loin de l'enceinte vide de Marrakech. Loin de se sentir défavorisé par le soutien dont bénéficiera le Togo, Hubert Velud se réjouit à l'avance de la venue du public. Au contraire, c'est mieux. C'est mieux pour... Moi, je pense que pour mes joueurs, c'est mieux. C'est mieux qu'il y ait un peu de monde et tout, qu'il y ait un peu... peut-être ça va donner du rythme au match, un vrai match de haut niveau, je pense. Et je dis, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que jouer devant des banquettes vides à Marrakech. Solide leader du groupe A des éliminatoires de la CAN 2023, les Étalons auront leur ticket en main en cas de match nul. Une façon d'effacer le douloureux souvenir de 1991 où les hommes du Brésilien José Barrios avaient raté le coach et la qualification pour la CAN 1992. Cette fois, les choses ont changé et les hommes du Hubert Velud avancent à Lomé dans le costume du favori et entendent faire le plein de points. Voilà qui met fin à cette édition. Juste après ce journal, vous retrouverez en direct le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Faso 2023 dans votre émission Sport 3 avec John William Sonda. Bonne suite de programme sur la chaîne interactive.